La vie au jardin, dans les jardins familiaux de Castanet-Tolosan, en Occitanie. Mathieu me fait visiter sa parcelle qui a été bien pensée après ses quelques années d'expérience de jardinage. Il y a donc différentes planches de culture avec des plantes de différentes hauteurs, dont une treille avec des chayotes, plantes grimpantes, qui donnent des petites courges vertes à la peau rugueuse. Je vois aussi des rangées de tomates, des rangées de plants de maïs, des poivrons, tous en association avec d'autres plantes. Et là où ça donne le mieux, c'est là où il y a le plus de légumes différents au mètre carré. Des buissons de légumes, comme s'ils se plaisaient à pousser les uns à côté des autres. Alors Mathieu, donc là on est sur votre parcelle, qui est un peu exotique. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu ? Oui, alors avec plaisir. D'autant plus que cette année, je peux dire que déjà moi je jardine, ou j'ai recommencé le jardinage depuis 5 saisons maintenant. Et là on peut dire que je suis à mon apogée depuis ces 5 dernières années, puisque donc j'ai un petit peu plus de temps, et là j'ai réussi à cultiver la totalité de ma parcelle, et qui est plutôt productive cette année. Donc globalement, en fait, ma manière de travailler, c'est j'essaie, comme je suis actif et que j'ai pas forcément beaucoup de temps, j'essaie de minimiser au maximum mes interventions sur la parcelle. Donc je travaille relativement peu le sol, je fais en plus tout à la main. Donc c'est d'autant plus embêtant de devoir travailler le sol. Et j'apporte beaucoup de matière organique, de compost, de broyat, etc. Et donc là, si on peut faire un tour de jardin, donc la première planche, là c'est rien de sorcier, hein, moi je travaille donc avec des planches de culture qui font 1 mètre, 1 mètre 20 de large, sur lesquelles je ne marche pas pour éviter de retasser le sol une fois que je l'ai décompacté. Et ensuite, cet apport de matière organique qui se dégrade, etc., fait que, en fait, sur le haut du sol, j'ai 10-15 cm de sol assez souple. Parce qu'ici, à Castanet, on a une terre assez argileuse. Donc, l'argile, c'est bien, ça retient pas mal l'eau, etc. Mais c'est une terre assez difficile à travailler, puisqu'en fait, soit elle est trop humide, elle est trop gorgée d'eau et c'est impossible de s'en dépatouiller, soit elle est très très sèche et ça fait des blocs qui sont incassables. Donc, d'avoir ces 10-15 premiers centimètres qui restent souples aussi, c'est un avantage pour le travail, en fait, de la parcelle. Donc c'est comme des mini-buts alors ? Ça ressemble à ça finalement, ouais. On pourrait dire ça, sachant qu'à force d'apporter des choses, ce que je m'aperçois, c'est que en effet, entre le niveau du bord de ma parcelle, qui est dans les allées, et le niveau de mes planches de culture, entre la décompaction et le fait que j'apporte des choses, j'ai 10-15 cm qui se rajoutent finalement. Donc c'est comme si, même à terme, je travaille par-dessus en fait, plutôt que de travailler dans le sol, entre guillemets. Donc là, sur ma première planche de culture, c'est un classique. Là, j'ai fait 2 rangs de patates. J'en ai récolté un peu. Tu vois, j'ai rajouté quelques plants qui me restaient de patates douces et tout, mais voilà. Ensuite, quand je disais que mon travail déborde un petit peu sur mon jardin, c'est que en fait j'ai une parcelle relativement grande maintenant, elle doit faire 120 mètres carrés, donc c'est quand même une belle surface. Malgré tout, si on n'optimise pas les cultures qu'on met dedans, qu'on espace un peu trop ses plants, etc., on met pas tant de choses que ça finalement. Et donc un des intérêts principaux d'ailleurs des associations de culture, il y a tout un tas de choses qui sont pas clairement démontrées, là c'est le scientifique qui parle, mais une des choses qui est clairement démontrée par contre, c'est que la densification, ça marche pas mal. C'est-à-dire que si on met des plantes qui vont avoir différentes hauteurs, donc certaines qui vont être plutôt rampantes, d'autres qui vont être plutôt en hauteur, etc., en fait on arrive à optimiser quand même et à améliorer les rendements. Les plantes se protègent entre elles en fait. C'est pas vraiment ça, c'est qu'elles vont se faire par exemple moins de compétition pour la lumière. Si on a par exemple 2 plantes qu'on associe mais qui sont 2 plantes qui vont être très hautes, en fait elles vont rentrer en compétition toutes les deux pour la lumière en hauteur. Alors que si on a des plantes qui vont être très hautes, d'autres plutôt basses, etc., les plantes basses vont s'intercaler dans ce qui reste de lumière et ce que laisse la plante haute. Donc c'est ce genre d'avantage. Après, il y a aussi des processus de facilitation qui sont assez connus, notamment avec les légumineuses, qui peuvent apporter de l'azote, etc. Mais ça, c'est autre chose. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai une planche de culture de la milpa. Attention. Alors, qu'est-ce que c'est la milpa ?
Voilà, donc ça illustre bien le propos dont on parle. Donc la Milpa, c'est une association de culture, pour le coup, elle, très très connue, qui est originaire d'Amérique du Sud. Enfin, quand je dis très très connue, pour ceux qui s'intéressent aux associations de culture. Et donc c'est une association entre du maïs, du haricot et de la courge. Et en fait, là, ça fonctionne exactement avec, en quelque sorte, un étagement des cultures. Et aussi de la facilitation. Donc un étagement, pourquoi ? Parce que en fait le maïs il est très grand, il pousse tout droit. Comme il pousse tout droit, il sert de tuteur au haricot. Le haricot, on met du haricot grimpant en fait dans la milpa. Donc là on peut voir tu vois, des haricots qui grimpent et qui s'enroulent autour du maïs et puis petit à petit ils vont atteindre le haut Et le haricot, voilà, il arrive bien à s'intercaler en fait entre les feuilles de maïs. Et enfin il y a la courge, et la courge, elle, à quoi elle sert ? C'est qu'elle elle rampe. Et elle va avoir tendance, alors moi maintenant, après quelques années d'expérimentation où ça marchait pas toujours bien, la courge, je la mets plein sud ou plein ouest pour que si on la met à l'est ou au nord, en fait, elle va être ombragée pour le coup par les maïs et elle va pas bien se développer. Donc là maintenant, je la mets plutôt au sud ou à l'ouest. Là, elle prend bien le soleil. Après, elle court et on va dire que je la dirige un petit peu. Je lui fais faire le tour de la parcelle pour éviter que les rayons lumineux tapent trop fort le sol. Voilà. Et dans la parcelle précédente, il y avait à la fois des fleurs, de différentes plantes, enfin légumes et fleurs, ça se marie bien ? Alors là par exemple, j'ai jamais le temps d'en mettre toujours suffisamment et tout, mais je mets quand même aussi des fleurs pour attirer des pollinisateurs. Et dans certains cas, voilà, le classique avec les œillets d'Inde, etc. Normalement, ça c'est plutôt connu pour repousser certains vers qu'il y a dans le sol qui peuvent être mauvais pour les cultures. Ou alors repousser les pucerons, même si les effets, dans les études que j'ai vues là-dessus, c'est vrai que des fois c'est assez clair et des fois c'est un petit peu moins clair. Donc moi principalement, je laisse toujours un petit peu de bourrache, j'ai mis quelques cosmos, là j'ai mis un œillet, j'ai mis des soucis aussi. Et je les répartis un petit peu dans mon jardin. Et c'est plus pour que en fait, ils attirent les pollinisateurs à différents endroits du jardin et que voilà, j'ai des courges à droite à gauche et comme ça, les pollinisateurs viennent. Ils vont dans les bourraches, etc. Mais en passant d'une bourrache à l'autre, des fois, ils s'arrêtent dans une fleur de courge qui vont polliniser, etc. Donc j'essaie de le faire comme ça et de pas trop tout grouper au même endroit parce que si on donne trop de fleurs bien mellifères, les pollinisateurs, ils vont pas s'embêter à venir dans d'autres fleurs. Ils vont aller juste sur la bourrache ou comme ça. Donc j'ai vu aussi qu'il y avait des chayotes peut-être ? Oui, alors du coup c'est ça, le jardin il est pratiquement totalement en association de culture. Là c'est une association de culture je pense pas très banale puisque la chayote en fait ou Christophine c'est une plante grimpante qui va grimper bien haut. Et moi au bout de ma parcelle j'ai un petit chêne, donc en fait c'est assez marrant parce que j'ai mis une treille en fait pour que la chayote grimpe dedans. Je me suis même fait une petite cabane un peu comme certains font pour que la chayote couvre la cabane et qu'on ait un peu de frais pendant l'été. Et en même temps je l'ai mise là aussi parce qu'à cet endroit là j'ai un petit chêne qui est plus si petit que ça mais qui pousse bien. Et du coup regardez là on voit même les premières chayotes qui sont en train de mûrir et qui sont dans le chêne. Là on voit comme ça. Et ça en plus c'est un type d'association de culture que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui ressemble un petit peu à ce qu'on appelle la jouale en fait. Et c'est une association de culture qui se pratiquait avant, notamment en France, où on laissait pousser de la vigne dans certains arbres, notamment des arbres fruitiers. Donc ça ressemble un petit peu à ça parce que là c'est en train de couvrir ou d'aller un peu dans le chêne et puis ça grimpe, ça s'accroche et puis après les fruits sont en train de fructifier. Qu'il y a d'autres associations de légumes intéressantes ? La dernière association que j'ai faite, mais en fait c'est ce dont on vient de parler, c'est que depuis l'année dernière, comme j'ai vu que les rendements des tomates n'étaient pas trop affectés par le haricot, donc maintenant plutôt que de mettre que de la tomate sur une planche de culture, je mets systématiquement du haricot. Donc, on peut regarder ici, donc avec le chaud qu'il y a eu là au mois de juin et tout, ils ne sont pas forcément beaucoup développés là les haricots, mais ils sont pas si mal que ça. Et du coup maintenant là j'ai sur mes 2 lignes de tomates, j'en ai une ici et j'en ai une de l'autre côté. Donc on peut voir que j'ai mis des haricots au pied des tomates en fait, comme ça gêne pas trop. Et puis ça permet vraiment d'optimiser l'espace, même si ça baisse un petit peu le rendement de mes tomates, j'en ai tellement là que finalement ça pose aucun problème. Ouais. D'accord. Et après, une dernière chose que je pourrais te montrer. Ouais.
Donc là, on peut voir en fait, alors, toutes mes planches de culture sont pas aussi réussies. Par exemple là, j'ai plein de poivrons, mais je trouve qu'on voit trop d'espace entre les poivrons. Typiquement, une plante qui s'intercalerait, ça serait vraiment bénéfique. Mais bon, voilà, j'ai pas, certaines fleurs n'ont pas poussé, certaines oui, d'autres non. Donc là, je vois qu'en intercalant des pieds d'aubergine avec les poivrons, je trouve que c'est beaucoup plus fourni. Typiquement, ça, c'est ma planche de culture de rêve. Tu vois, il y a pas, on voit pratiquement pas le sol. Sachant que bon, moi je mets du broyat et de la paille pour éviter trop les arrosages. Et une association de culture que je fais depuis 2 ans maintenant qui marche vraiment très très bien, il faut juste savoir doser et tout, c'est de mettre de la patate douce qui va vraiment couvrir le sol en fait de ces espèces de lianes et qui est pas à un niveau plus haut qu'une quinzaine de centimètres. Donc en fait, ça veut dire qu'on peut très bien l'associer avec des poivrons, des aubergines. Et moi, j'appelle ça finalement un paillage vert, c'est-à-dire pour limiter mes arrosages. Déjà, j'utilise du goutte à goutte. Oui, ensuite, j'ai une première couche d'isolant qui est du broyat, deuxième couche d'isolant qui est de la paille, et finalement mon troisième isolant c'est les lianes de la patate douce. Et on sait bien que en plus l'ombre d'un végétal est une ombre qui apporte beaucoup de fraîcheur. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que je fais. En fait, je mets ma patate douce en bout de planche et les lianes après elles courent tellement loin que ça me permet de couvrir. Une patate douce me couvre globalement 3 à 4 mètres carrés. Donc tous les 3-4 mètres carrés, je mets une patate douce et puis c'est vrai que ça produit tellement et c'est tellement bon les patates douces que ça va. Voilà, c'est ça. Donc pour vous, ça fait combien d'années que vous êtes jardinier dans ce jardin ? Alors j'ai commencé à jardiner, j'ai dit 5 saisons, mais c'est peut-être 6 en fait, il faudrait compter, en fait pendant la période, le premier Covid, donc je sais que c'est en 2020. Donc ça fait depuis cette année-là, et donc moi j'avais déjà jardiné dans mon enfance avec mon père. Mais entre mes 15 ans et mes 35 ans, j'avais pas retouché vraiment de la terre, mis à part pour faire pousser des plantes dans mon travail. Et du coup, c'est vrai que j'ai vite vu que j'avais la fibre parce que bon, je peux passer un temps et des fois je me rends pas compte de l'heure qu'il est. Donc c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Et puis voilà, entre mes connaissances, mes petites expériences au jardin, etc., c'est vrai que je m'y retrouve bien. Et en plus, il n'y a pas que les associations de culture, j'aime bien aussi produire mes semences, choisir les variétés qui me plaisent, etc. Donc il y a vraiment tout un tas de choses. En fait, au jardin, je retrouve pas mal de concepts et voilà, de choses que j'ai appris dans mes cours de biologie sur la biologie des plantes, la biologie des pollinisateurs, comment il y a certaines plantes qui ont des fleurs dites parfaites avec à la fois les organes mâles et femelles qui n'ont pas vraiment besoin de pollinisateurs, d'autres comme la courge qui ont des fleurs femelles, des fleurs mâles, mais sur la même plante, donc elles ont besoin des pollinisateurs pour véhiculer le pollen, des choses comme ça. Et voilà, la diversité des pollinisateurs, la vie du sol, je prends pas mal de plaisir à faire tous ces tests aussi dans mon temps personnel, quoi. C'était aussi un jardin collectif, donc avec d'autres jardiniers. Qu'est-ce que vous aimez aussi dans le partage avec les autres jardiniers ? Oui, après c'est vrai que il y a des avantages, des inconvénients, je pense, à être dans un jardin collectif. Après, c'est vrai que c'est toujours intéressant de partager les pratiques de jardinage de chacun. Je pense qu'on pourrait faire encore un petit peu mieux là-dessus, mais bon, ne serait-ce que par les échanges informels. On voit ceux qui arrivent à réussir certaines cultures et c'est toujours sympa d'aller les voir et de dire alors comment t'as fait pour avoir des super patates. D'ailleurs, moi les patates avant je les faisais pas trop comme ça, je les faisais avec un travail minimum du sol et tout. Bon, ceux qui avaient les plus belles patates, c'est ceux qui vont vraiment bien décompacter le sol assez en profondeur. Donc quelque chose que je faisais pas naturellement. Donc on va dire que une fois de temps en temps, dans mes rotations de culture, je me permets de faire des patates, d'aller un petit peu plus profond, de décompacter. Et puis après la planche de culture pendant 3-4 ans, j'y touche pratiquement plus quoi finalement. Donc ça me permet de faire un bon désherbage en même temps et puis basta. J'ai poursuivi cette interview avec Mathieu en mettant plus l'accent sur le collectif. Jardiner dans un espace collectif présente des avantages et des inconvénients. Qu'est-ce que cette expérience lui apporte ?
Et donc voilà, on arrive à avoir des échanges et à faire des choses comme ça. Et ensuite, donc comme pour la parcelle collective, c'est pas que l'expérimentation, c'est aussi différentes choses, c'est aussi cultiver ensemble, échanger, tester des choses ensemble. Et donc c'est ça l'intérêt, je pense, d'être dans un jardin collectif, c'est voilà la vie associative, aller sur des petites foires, faire des événements, accueillir des groupes scolaires. Bon, c'est le genre de choses qui sont assez sympas et qu'on peut pas faire tout seul dans son jardin, même si chez soi on pourrait être un peu plus tranquille, etc. Si tant est qu'on ait la place d'avoir un beau jardin. Mais on a beaucoup moins d'échanges avec d'autres jardiniers. Là, à chaque fois qu'on passe, on discute toujours avec quelques jardiniers. Elles sont belles, les tomates, elles sont mûres, pas mûres, elles sont bonnes. Enfin, voilà quoi. Très bien. Comment aimeriez-vous voir évoluer le jardin à l'avenir ? Les jardins familiaux, peut-être un peu le classique, peut-être un petit peu plus d'esprit collectif de la part de certains jardiniers, peut-être pour remettre un petit peu plus de vie collective dans l'association. Il y a déjà un bon groupe de personnes, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas forcément à attirer tout le monde dans les tâches collectives, dans l'entretien des jardins qui est là. C'est quand même un site de pratiquement 1 hectare en fait, donc c'est quand même beaucoup d'entretien, des haies, des allées, etc. Et des fois on a un petit peu du mal à mobiliser certaines personnes. Donc ça serait quelque chose que j'aimerais voir évoluer. Et ensuite après l'évolution, j'aurais tendance à dire peut-être essayer de voir évoluer peut-être certaines pratiques de jardinage, pas forcément parce que c'est mieux de ne pas travailler le sol, etc. Mais en tout cas peut-être d'avoir un petit peu plus d'ouverture en fait vers des nouvelles pratiques qu'on pourrait tester, d'ailleurs y compris dans la parcelle collective où on teste différents types de travail de sol, etc. juste pour voir si ça peut marcher réellement mieux, si c'est moins de temps de travail, etc. On le fait à quelques-uns peut-être pour donner envie aussi à d'autres de tester d'autres pratiques finalement. Donc voilà, aussi quelque chose moi qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'utilisation de l'eau dans les jardins. Et je trouve que certains jardiniers utilisent trop d'eau. Peut-être d'être plus économe ou faire un peu plus attention, pailler le sol ou pas, en tout cas d'essayer de sensibiliser là-dessus peut-être, donc ça fait partie des évolutions peut-être que, parmi lesquelles... Christiane parlait d'une cellule pédagogique peut-être aussi, pour les nouveaux jardiniers. Oui. Après, c'est vrai, la cellule pédagogique, on pourrait aussi parler de tutorat, je sais pas, c'est vrai que ça passe bien. En tout cas, ça dépend. En fait, on accueille différents types de publics. Soit c'est des gens qui sont déjà très expérimentés en jardinage, et finalement, dans certains cas, on va dire qu'ils savent déjà, ils sont pas forcément ouverts à d'autres types de jardinage, même s'ils pourraient l'être par la suite. Parce que c'est toujours un petit peu ce que je dis, c'est la démonstration par l'exemple. À partir du moment où quelqu'un arrive à produire beaucoup de bons légumes d'une autre manière, là les gens ils commencent à se dire « Ah tiens, peut-être que cette pratique peut être intéressante ». Mais c'est vrai qu'il y a aussi un public qui est plutôt des néo-jardiniers et qui, eux, c'est vrai que ne serait-ce que pour les guider, pour éviter de faire certaines erreurs en début notamment la première saison. Typiquement moi ce que je faisais, j'avais pas fait de plan de mon jardin, j'avais mis des plantes à droite à gauche, c'était super difficile à gérer et du coup je me suis accroché, ça a été, mais dans certains cas on se fait un petit peu déborder par l'herbe, par différentes choses, et puis à la fin au bout d'un an on arrête en fait de jardiner, alors que finalement avec peut-être une petite aide, ça pourrait permettre à certaines personnes de s'accrocher et puis à part refaire des erreurs que certains ont faites, en se disant là c'est bon, on vient de désherber, on revient pas pendant un mois, et puis en fait au printemps, un mois plus tard, il y a juste 50 cm d'herbe direct, et redésherber ça, c'est dur. Le jardin, c'est pas facile, c'est du travail, etc. On y a une bonne satisfaction, mais oui, une cellule, comme ça peut être aussi quelque chose qui peut être mis en place, même si en général, de proche en proche, ça dépend où est-ce qu'on est situé, mais il y a toujours quand même quelqu'un à côté qui va nous dire comment lui il ferait. Après, est-ce que c'est adapté ou pas parce que chacun a aussi un peu sa philosophie de jardinage, et c'est toujours pareil. Moi, je trouve que les échanges sont intéressants s'ils restent dans le respect de l'autre et que ça reste une proposition et pas forcément une obligation, ou plutôt quelque chose qui est assez descendante, et dire tu devrais faire comme ci ou comme ça, Donc ça dépend aussi de ça. Est-ce que jardiner aujourd'hui dans notre monde contemporain est un acte militant et écologique ?
Je suis pas forcément sûr de ça, en fait. Militant, je sais pas. Et en fait, même moi, j'aurais tendance à dire il suffit de regarder la composition des jardins familiaux. Il y a des gens très engagés dans le milieu associatif et peut-être dans différentes associations. Et puis il y a aussi des gens qui sont pas du tout engagés, qui viennent là juste pour avoir profité d'une parcelle et produire leur jardin. Alors c'est quelque chose qui est pour moi assez intéressant parce qu'en fait, pour moi, un des trucs qui moi me fait plaisir dans les jardins, c'est que ça permet... alors, il y a des fois, on dit c'est une micro-société, souvent on dit ça un peu sur l'aspect négatif, oui, il y a de tout, il y a quelques vols, il y a voilà, des choses comme ça. Et en même temps, le côté positif de ça, c'est que ça permet aussi de faire se retrouver sur un même endroit des gens qui n'ont pas forcément le même niveau de vie, qui viennent d'horizons différents. On a aussi des gens qui viennent de pays étrangers. Et en fait, c'est grâce au jardinage, qui est l'objet d'intérêt commun, on arrive à communiquer entre nous et moi je trouve ça super intéressant de ce point de vue-là. Moi ça me rappelle des fois un peu d'où je viens, à la campagne, voilà, on retrouve des gens plus anciens, voilà, qui sont assez rigolos et tout. Et moi personnellement, même si j'essaie de militer peut-être pour certaines choses à titre privé, mon jardin en lui-même, je le fais juste parce que j'ai pas de meilleurs légumes que ceux que je produis moi-même, et aussi parce que j'aime cette activité, hein, bien sûr. Donc je peux pas vraiment dire ça. Après, il y a quelque chose, je pense, qui est important, et c'est une activité sur laquelle je pense que c'est intéressant de mettre un petit peu d'énergie là-dessus. C'est vraiment sur les aspects pédagogiques, mais envers les enfants, en fait. Même mes enfants, c'est des citadins. Les miens mangent des bons légumes, mais beaucoup savent même pas ce que c'est qu'une bonne tomate avec vraiment du goût, etc. Et je pense qu'en fait, par cet intérêt-là, cet appât finalement du jardinage, et d'arriver à faire goûter des bonnes choses dans des classes ou à les faire cultiver, etc., on arrivera peut-être à donner envie à des enfants, ou au moins leur donner un petit souvenir, et de se dire peut-être que, tiens, dans 10-15 ans, eux aussi, ils voudront revenir en se disant, il y a la saisonnalité, j'ai envie de manger des bons légumes, tiens, c'est vrai que c'était super bon, etc. Et peut-être comme ça, on arrivera à attraper certaines personnes, quoi. Donc, c'est pas vraiment du militantisme, mais en tout cas, c'est, je pense, un des objectifs clairs de certaines personnes dans l'association, en tout cas. Merci beaucoup. Ouais. Et avec plaisir.